Julien Dejon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et bonjour, bienvenue sur votre radio ici au Roussillon, la radio qui vibre en sang et or. Cyril Manière, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire ce soir, nous recevons le président François Rivière et le directeur général Bruno Roland. Alors on va revenir bien sûr un petit peu sur le match d'avant-hier et cette donne au classement qui est de plus en plus compliquée pour croire en une remontada pour le maintien direct. Et puis bien sûr avec François Rivière, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas eu. La dernière fois ça n'allait pas fort, ça va un petit peu mieux quand même pour l'USAP désormais, voir un peu quel est le bilan après quelques mois d'exercice pour le manager Laurent Labille et se projeter. Je sais que vous aimez ça. Eux, ils aiment aussi les questions là-dessus. C'est le recrutement et savoir quel USAP pour la saison prochaine aussi. Et justement, vos appels, vos remarques, vos questions, 04 68 35 5000. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et 100% USAP, c'est jusqu'à 19h dans nos studios. Donc ce soir, le président catalan François Rivière et Bruno Roland, directeur général de l'USAP au micro de Cyril Manière. Après la défaite, on peut dire frustrante, au Racing 92, samedi sur le score de 37-31. Frustrante, bien sûr, comme tous les matchs de top 14, comme tous les matchs de l'USAP, ça fait beaucoup parler. Bonsoir déjà, François Rivière. Bonsoir. Bonsoir Bruno Roland. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Quel sentiment il vous reste, François? Vous y étiez au match samedi à la Paris Défense Arena. C'est des regrets, c'est de la déception. Qu'est-ce qui ressort en tant que président après un match comme celui-ci? Les deux, je crois que c'est des regrets, de la déception, de la frustration. Au demeurant, quand on démarre mal un match, en prenant 2 essais dans les 4 ou 5 premières minutes, quand on démarre mal la deuxième mi-temps, ces 2 entames de match et de deuxième mi-temps nous coûtent, je pense, le match. C'est-à-dire que il faut qu'on apprenne de ce point de vue-là à assurer ce leadership, à plus croire en nos forces. Je pense qu'une fois de plus, Laurent a très bien parlé dans les vestiaires aux joueurs en leur disant attention, ça montre juste le chemin de travail qui nous reste à effectuer pour pouvoir apprendre à maîtriser ce type de match. Il est clair qu'on ne l'a pas suffisamment maîtrisé et qu'il y avait probablement la place pour le gagner. Alors le Racing avait tout son effectif. Nous, objectivement, si on se cherche des raisons, on n'avait pas tout notre effectif, notamment. Alors on manquait de 3 joueurs aussi au Racing, mais ouais. Oui, mais bon, ils étaient moins impactés que nous, objectivement. Oui, bon, oui. Voilà, c'est à l'extérieur. Alors ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, je crois que chacun se plaît à reconnaître que cet USAP nouveau est un USAP qui prend du plaisir à jouer et qui a quand même une forme certaine de confiance en elle, avec un groupe dont je peux témoigner qu'il a réappris une solidarité entre les individus que, en tant que président, je n'avais pas vu depuis longtemps. Et puis enfin aussi, en tant que président, je dirais que au moins ça nous concentre sur l'Access Match. Voyez Cyril, on aurait pu perdre du temps si on avait réduit. Pour vous, c'est ce match à coup sûr, ça y est? Ah oui, moi je pense. Allez-y, on verra bien. Il y a 18 points, je crois, de 18 points, il y en a 7 devant sur Montauban. On sait jamais, mais tout ça va se jouer sur un Access Match. Et au moins l'avantage pour nous, c'est qu'on va vraiment le préparer dans nos têtes. Et vous savez combien l'importance de la préparation mentale est capitale, voire déterminante pour ce type de match à un coup. Et c'est ce que j'ai dit à Laurent Labille, que j'ai encore eu longuement hier, après le match hier et ce matin. Et je lui ai dit, écoute Laurent, au moins on sait maintenant qu'on doit se concentrer sur l'Access Match. Alors, on va vous poser des questions aussi là-dessus. Un dernier mot sur le match, Bruno Roland. Alors après le match, le manager du Racing, Patrice Colazo, lui râlait après l'arbitrage. Pour une fois, ça fait du bien d'entendre l'équipe adverse râler sur l'arbitrage. Cette dernière action qui a beaucoup fait parler aussi, ou quelle est la position finale de l'USAP? Carbonneau avait le droit d'arracher le ballon à Pozzolo Tulagi dans l'embut, oui. Est-ce que le joueur du Racing était hors jeu sur l'alignement en touche? Il s'en parle, ou est-ce que le dossier est clos? Le dossier, je ne sais pas s'il est clos. Vous savez, les analyses d'arbitrage, selon dans quelle équipe on est et quelle objectivité on a, elles sont parfois à géométrie variable, on va dire. Effectivement, je pense que ce qui est un peu frustré, notamment Laurent à la fin de match, c'est qu'on est sur une touche à 6 annoncée pour nous et qui sont 7 dans l'alignement.
Alors effectivement, c'est Carbonneau qui arrache le ballon, mais ils sont 4 sur le dos de Pozzolo. Carbonneau finit le travail dans un but, et notamment le joueur qui est devant l'alignement. Bon, voilà, c'est une petite erreur d'arbitrage qui effectivement aurait pu nous donner la victoire, en tout cas espérer la victoire à la dernière minute. Après, du côté de Patrice Collazo, j'imagine qu'il doit être un peu agacé des décisions de première mi-temps qui nous ont été plutôt favorables. Voilà. Après, bon, on peut toujours discuter des interprétations, mais c'est vrai que son équipe a pris 3 cartons, un essai de pénalité. J'imagine que de son point de vue, tout n'était pas justifié. Bon, voilà. Donc, je pense que globalement, même si on n'a pas démérité, je pense que sur l'ensemble du match, le Racing quand même a mérité sa victoire. Donc, on va dire que ça s'équilibre, les erreurs d'arbitrage. François Rivière, le président de l'USAP, Bruno Roland, directeur général, avec nous jusqu'à 19h dans 100% USAP. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et vos appels au 04 68 35 5000. Nous avons François Saint-Laurent de la Salanque. Bonsoir François. Bonsoir. François, vous avez vu juste lors de notre jeu des pronostics. Vous irez donc voir le prochain match au Stade Émile Gérald grâce à votre radio ici au Roussillon. Vous serez presque en première loge pour voir la victoire, on l'espère, de l'USAP face à Pau. Bravo François. Oui, le parieur a gagné et le supporter a perdu. C'est ça, parce que vous avez pronostiqué exactement le bon score. Le score, oui. Mais alors au point près. Hein. Ah oui, donc bravo. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce match, François ? Et quand on part avec 14 points de retard, c'est difficile de gagner un match de top 14. Et on a failli le faire. Pendant les 10 premières minutes, j'étais dépité. Et puis pendant les 10 dernières minutes, j'étais debout dans mon salon à crier un peu. Un peu comme tout le monde, à sauter devant la télé. Oui, c'est ça. François, en tout cas, vous irez voir ce match USAP-Pau. Ça sera le 14 février prochain, ça sera au Stade Émile Gérald. Et vous y serez, François. Oui. Et bonne journée, bonne soirée à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Merci, c'est Roussillon. Allez, au revoir. Vincent est à Elne. Bonsoir, Vincent. Bonsoir tout le monde. Vincent, vous avez vu ce match, vous avez regardé ce match justement au Racing 92 ? Oui, bien sûr, je l'ai regardé. Je vais revenir sur ce que vous avez parlé de l'arbitrage. Oui, il y a un truc qui commence à me sortir par les yeux, c'est, bon d'accord, il y a eu des années d'arbitrage, ci, là, mais personne ne revient sur l'action de jeu en première mi-temps, sur le deuxième essai. Je suis désolé, il y a un avant. Oui. Le joueur, il est avant les 22, il donne le ballon après les 22, et personne ne relève. Je comprends pas, moi. Le match contre Montauban, on a vu 5, 6, 7 retours replay de Canal+, pour le montrer qu'il y avait un léger en avant, et encore, on peut le contredire, mais là, personne ne peut rien faire contre ce genre de décision. Je sais pas, c'est aberrant. Alors, il y a la ligne qui fait l'arbitre, le ballon est devant, et on se retrouve avec un essai qui n'y est pas. Merci, je suis d'accord avec vous, vraiment, je l'ai vu juste devant nous. Aussi, ouais. François Rivière, je sais que c'est une question qu'on vous pose souvent sur l'arbitrage. Vous, quelles sont les relations en ce moment avec les arbitres? On vous dit souvent, c'est toujours l'impuissance des supporters de se dire on nous en veut, on est mal arbitré. Est-ce que vous, il y a un contact avec les arbitres? Comment on fait remonter? Ou est-ce que c'est Laurent Labi qui gère ça de toute façon? Alors, déjà, sur le fond, ce qu'il faut bien savoir, et c'est probablement une bonne chose, c'est qu'on ne revient jamais sur le résultat d'un match. Bon, ça c'est le premier point, c'est la règle. Et au premier comme au deuxième degré, c'est peut-être, Cyril, quelque chose finalement d'assez rassurant, parce que bon, il faut à un moment donné savoir mettre un point. Ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on travaille beaucoup, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, tant de la Ligue vis-à-vis des arbitres fédéraux, entre guillemets, à la fois pour essayer de leur apporter un peu plus de confort d'intervention, et deuxièmement pour comprendre des règles qui objectivement deviennent aussi de plus en plus compliquées et avec lesquelles il y a interprétation. Moi je trouve pour ma part que la vidéo de ce point de vue-là a quand même apporté une objectivité importante. Regardez le nombre d'actions qui, mine de rien, sont confirmées ou infirmées par la vidéo. Donc je crois que dans l'ensemble, alors ensuite on peut toujours... Cyril, vous m'entendez souvent dire que l'arbitrage c'est comme le vent ou la pluie sur une saison, tout ça s'équilibre. Oui, effectivement. Alors ici, il se trouve que le président le grand patron des arbitres est un Catalan, c'est Mathieu Redal. Donc on n'en parle pas souvent, mais régulièrement avec lui.
Et il me dit à chaque fois que après un match, en fonction du score du match, il se fait incendier par le tiers ou la moitié de mes collègues qui sont tous mécontents. Et c'est vrai que, à contrario, moi j'ai trouvé les arbitres vraiment patients par rapport à l'attitude des coachs du Racing pendant tout le match en bord de touche, parce que franchement ils se font quand même hurler dessus pendant une grosse partie du match. Voilà. Alors ensuite, est-ce que il y a des points sur lesquels moi il y a deux thèmes qui, à titre personnel, c'est les hors-jeux. Souvent, on est étonné à Aimé Giral de voir que les hors-jeux ne sont pas suffisamment sanctionnés par le juge, par les armatures rénales. Je suis sûr qu'il soit content de la question en ce moment. Si tu veux, le juge de touche, c'est évident que lui, il devrait être là peut-être pour soulever son drapeau de manière un petit peu plus et aider l'arbitre central sur ce sujet-là. Il y a peut-être là un point dont il faudra qu'on rediscute au niveau fédéral. Vous échangez toujours avec les arbitres. Je me tourne vers Bruno Roland, Laurent Labi, on avait parlé des arbitres qui interviennent. Alors ça s'est toujours fait. À une époque, c'était Mathieu Rénal qui venait quand même très souvent. Là, on a vu Kevin Bralé, il y avait Vivian Pradry, il me semble, en début d'année qui était venu. Ça continue, des arbitres qui interviennent à l'USAP régulièrement aux entraînements. Bien sûr, François en parlait, la Ligue nationale de rugby a déployé des moyens assez importants pour faire monter en compétence les arbitres. Donc ça, c'est une bonne chose, et ça prend forcément du temps, et la direction de l'arbitrage a souhaité donc se rapprocher des clubs, que les arbitres travaillent en collaboration avec les coachs. Donc on a la possibilité effectivement de faire intervenir régulièrement, et Laurent le fait très souvent, des arbitres pour travailler sur la discipline, notamment sur l'interprétation de la règle, sur la compréhension de la règle. Et puis à chaque match, il y a un échange avant le match entre le manager et l'arbitre, le manager peut faire remonter des points précis sur lesquels il a besoin d'éclaircissement, ou il veut que l'arbitre soit attentif, et il y a un débrief après le match. Après, il faut accepter que les arbitres, comme les joueurs, font leur lot d'erreurs. Alors peut-être qu'effectivement, il n'a pas jugé l'en avant, et peut-être que nous, on a raté quelques ballons en touche, sur les ballons aériens, ça arrive des fois, la discipline, et que qu'il faut accepter que chacun fasse son pourcentage déjà, même si on aimerait évidemment qu'il y en ait le moins possible dans le cadre de l'arbitrage, parce que souvent c'est des matchs qui se jouent à très peu, et que une décision peut avoir un impact. Mais bon, je pense qu'il faut l'accepter. Merci Vincent, en tout cas pour votre question, votre remarque du côté d'Elne au 04 68 35 5000. 100% USAP continue avec comme invité ce soir François Rivière, le président de l'USAP, et Bruno Roland, le directeur général. Vous nous disiez en début d'émission, François Rivière, que vous voyez l'Access Match. D'ailleurs, je posais la question à Bruno Roland, pareil. Même si on y croit toujours au fin fond, mais là c'est de plus en plus profond, l'espoir. 10 journées, 18 points. Il faudrait vraiment que Lyon s'effondre et que nous on soit capable de faire une série. Alors tant qu'il y a des matchs, il faut qu'il y ait des objectifs aussi. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on va pas jouer les matchs et qu'on va attendre patiemment l'Access Match. Il y aura d'autres objectifs à activer. Surtout pour vous, le sens de ma question, ça allait être ça, c'est que faut pas non plus, il reste 10 matchs, la saison est longue, sinon on va pas dire on attend l'Access Match, sinon il va y avoir moins de monde au stade. Vous n'avez pas peur de ça, François Rivière, que l'intérêt de cette suite de championnat soit moindre? Non, parce que je pense qu'en tout état de cause, comme vous le dites très justement, il faut tout jouer. Je pense qu'il y a maintenant l'intérêt, le soutien pour l'USAP est tellement inconditionnel de la part des supporters, des partenaires, que je remercie infiniment, que non, je pense qu'on n'aura pas de sujet de remplissage. Il y a de très bons matchs qui s'annoncent à Aimé Giral, et on va tous les prendre, d'autant plus que Laurent dit bien que justement, si on veut se donner toutes les chances de maîtriser, de gagner l'Access Match, c'est bien en étant super performant jusqu'à la fin du championnat. Et notamment à l'extérieur. Donc on va se battre comme des beaux diables pour les derniers matchs restants, enfin les 10 matchs, parce qu'il reste 10 matchs restants, parce que c'est très, très important pour nous. Vous parliez de Laurent Labi, son arrivée, c'est vos mots lorsqu'il est arrivé, vous disiez c'est le retour de l'ordre à l'USAP. Ça a confirmé ce que vous espériez? Ça a confirmé, et même probablement amplifié ce que je pensais. Ça veut dire que c'est pas qu'un sujet de retour de l'ordre. Vous savez, Cyril, il y a un moment donné dans la vie, ce qui est une grosse différence entre le sportif et l'économique, par exemple dans mes entreprises, quand vous voyez que vos collaborateurs n'ont plus de solution dans le sport, et que le public, les partenaires commencent à mettre le pouce vers le bas, vous êtes obligé de prendre une décision.
de modification radicale de la structure. Je ne l'avais pas fait quand j'avais racheté le club il y a 12 ans, au moment de Delpoux, souvenez-vous, qui me conduit tout doucement en D2, et Jackie Lorenzetti, qui à l'époque était déjà à la tête du Racing, m'avait dit, après la défaite face au Racing, m'a dit, François, tu devrais changer tes coachs. C'était un match nul même. Ouais, ou c'était un match nul. 14-14. Mais bon, j'avais pas appris peut-être suffisamment, comme je l'ai appris depuis 10 ans. Et pour répondre à votre question, c'est pas qu'un retour de l'ordre, c'est un retour de méthodes différentes. Je pense qu'il était indispensable de remettre dans ce vestiaire non pas un sérieux, mais une organisation du travail. C'est-à-dire, quelle est sa méthode? Alors voilà, justement. Je pense d'abord que, il parle peut-être plus que son prédécesseur, que ses prédécesseurs, et il explique exactement aux joueurs ce qu'il veut. Il explique d'ailleurs beaucoup plus tôt aux joueurs ce qu'ils vont jouer et pas jouer. C'est-à-dire que les sujets sont, avec Laurent, très vite posés sur la table. Et les joueurs ne peuvent pas se dire, tiens, qu'il y a eu un aléa. Par exemple, dans la composition des équipes, il n'y a pas d'aléa avec Laurent Labie. Il n'y en a pas. Il n'est pas comme ça. Il leur dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce que j'attends de vous. Premièrement. Deuxièmement, avec ces ces 3 adjoints, je pense qu'on a monté le curseur à l'entraînement. Et encore, j'en parlais avec mon épouse, je vois encore samedi trop de ballons tombés, je vois trop d'en avant. Je vois trop de petites fautes, entre guillemets, en touche, de sujets qui souvent ne sont pas encore suffisamment maîtrisés au moment de l'entraînement, et on le retrouve le jour du match. Donc je crois que Laurent, là aussi, de ce point de vue-là, en est conscient, et il a beaucoup changé le contexte et l'organisation des entraînements, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut continuer à mettre la pression. Il est plus cash. On en avait eu l'exemple très rapidement avec sa déclaration sur Pozzolo Tulagi. Ça vous satisfait? Le fait que Laurent Labie ne ménage pas les joueurs, notamment. C'est pas le seul point sur lequel il est plus cash. Samedi soir, les joueurs voulaient prendre un pot après le match. Il leur a dit oui, mais n'oubliez pas que ce match on l'a perdu. Premièrement, deuxièmement que la route est encore longue. Et je vous demande donc de pas faire les idiots. Et par exemple, ils ont tenu parole, ça va. Ils ont tenu parole. Et je demande, à ma connaissance. Et je vérifie, parce que le président de Bayonne a râlé il n'y a pas si longtemps que ça. On est quand même là, donc on vous demande. Loin de nos bases, donc, mais à ma connaissance, ils ont tenu parole. Je crois qu'il a, objectivement, je trouve qu'il a une relation avec les joueurs qui est beaucoup plus, à mon avis, transparente et sincère. Là, il y a des sujets, par exemple, pour la reprise de certains joueurs progressivement dans les 15 jours qui viennent. Il a posé parfaitement les objectifs de chacun. Ça me paraît très, très simple pour le groupe. Donc, c'est pas qu'un sujet d'ordre, si vous voulez, Cyril. C'est vraiment une méthode de travail. Ici Roussillon, tous les jours à vos côtés. Et puis je vous rappelle que samedi soir à 21h, l'équipe de France des moins de 20 ans affrontera l'Irlande en ouverture du tournoi des 6 nations au stade Émile Gérald. Parmi les sélectionnés, un Catalan, le demi d'ouverture Gabin Kretschmann. Les places disponibles sur le site de la Fédération Française de Rugby, ffr.fr. Des places dispo à partir de 15 €. Il reste d'ailleurs quelques places, peut-être Bruno Roland. Il en reste sur le site de la billetterie du club qui renvoie vers la billetterie de la FFR. Vous retrouvez également les places depuis le site de l'USAP. Tout à fait. Et donc directement, et ça sera donc ce samedi soir à 21h, pas de doublon d'ailleurs, parce que les autres matchs du tournoi Destination, des grands entre guillemets, ne se jouent pas en même temps. Ici Roussillon, le bonus. Ici Roussillon. Ouais, le bonus de la semaine, c'est un jeune joueur du Val-Espire qui va nous donner en tout cas son point de vue sur la rencontre de samedi dernier. Son nom, Axel Montagu, notre Mister Roussillon, qui a représenté le département à l'élection Mister France qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Axel qui joue 3e ligne aux espoirs de Serré, des espoirs qui se sont inclinés à fond de cave sur le fil face à Gaillac 21-20. Le bonus d'Axel Montagu. Écoutez, je trouve qu'on a fait plutôt une bonne entame offensivement. Et défensivement, au début, c'était un peu compliqué. Mais après, on a quand même bien su répondre avec les 2 essais qu'on a pu mettre, qu'on a reçus. Et après, défensivement, on a vraiment redressé la barre. Ça permet vraiment de tenir tête. Après, on a fait un peu trop de fautes de main aussi, ce qui nous a un peu pêché. Mais après, dans l'engagement, on y était. Et je pense qu'on aurait pu les faire tomber s'il n'y aurait pas eu Carbonneau sur le ballon de Tulagi. On était vraiment à rien. On a beaucoup remonté. Moi, j'y croyais à la fin.
Mais bon, après, c'est le sport, mais c'est comme ça et on a perdu. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Effectivement, on y a cru jusqu'à la fin. Malheureusement, la défaite, donc 37-31 au Racing 92, 100% USAP jusqu'à 19h, avec Cyril Magnière en studio, le président de l'USAP François Rivière et le directeur général sans cœur Bruno Roland. Et ce moment que vous attendez tous les deux, on va parler du recrutement pour la saison prochaine. Les gens c'est le truc de Bruno. Ah mais attends, ça tombe bien, c'est le truc de Bruno. Il adore ça. Bruno en parlait. Dans un instant, Bruno Roland va tout nous dire. Non, François Rivière, déjà votre commentaire. Ce qui se dit en ce moment, c'est un recrutement très ambitieux pour l'USAP la saison prochaine qui a commencé. C'est comme ça que vous le voulez, avec le recrutement des 2 All Blacks, Enor et Riz. Il y a également la signature d'Enzo Forletta, Maëlan Rabu, qui ont déjà signé officiellement. C'est donc un recrutement ambitieux que vous voulez pour la saison prochaine? Je crois que c'est un recrutement très ambitieux, mais en même temps, et c'est ça qui est le plus important pour notre territoire, c'est un recrutement qui est très raisonnable économiquement. Vous savez, je le dis toujours, j'ai mis 10 ans à redresser ce club. On a un club qui est très sain économiquement, qui a 0 dette, où j'ai la chance de pouvoir financer les déficits avec quelques partenaires chaque année. Donc on ne vit pas au-dessus de nos moyens. On a une masse salariale qui est à 9 millions. Pour un salaire cap qui est fixé, vous le savez, à 10,7 millions. Et vous étiez en dessous des autres, ce qui vous permet on est en dessous des autres. Et ce qu'il faut voir, parfois, certains m'en ont fait le reproche d'ailleurs en disant mais président, à la limite, si on mettait plus d'argent, on pourrait peut-être avoir de meilleurs joueurs. Non, c'est pas si simple que ça parce que c'est la main et le gant de Keynes. Il faut que tout ça avance ensemble. Et ce que je vois, c'est qu'on avance. On était à 6 millions il y a 3 ans. Maintenant, on est à 9 millions. L'an prochain, on sera probablement entre 9,3 et 9,5. Et mon objectif, avec un budget dont je voudrais qu'il atteigne les 30 millions l'an prochain. Donc, ça veut dire que on est là dans un processus qui est raisonnable et qui est très maîtrisé. C'est ça, Cyril, le point qui me paraît le plus important à souligner. Il va continuer comment le recrutement, Bruno Roland? Quel poste vous cherchez? Non mais tu as raison, c'est à Bruno qu'il faut poser la question. C'est ça que je prends ma respiration avant. C'est Bruno, il a le nom, il les a notés pour être sûr de ne pas en oublier. Parce qu'il veut être sûr de tout te dire, Cyril. Donc au cas où, il a noté tous les noms pendant la pause publicitaire. On va commencer par les postes avant les noms. Quel poste vous cherchez actuellement? Un pilier? Ça a été dit par Laurent, prioritairement le poste de pilier droit, puisqu'on va perdre 2 joueurs à ce poste-là avec le départ de Nemo Rolofse et de Akato Fakatika, et le poste de 9. Voilà, c'est les 2 postes sur lesquels on travaille prioritairement, et aussi le poste de 3e ligne. Voilà. Canal Plus parlait du jeune grenoblois, Mathis Barré, ça fait partie de... Je ne connais pas. Non, d'accord, ça veut dire, ok, c'est bon. Avec un grand sourire. C'est Canal Plus qui l'a annoncé. C'est moche quand il te répond comme ça, Cyril. Je sais pas pourquoi tu l'invites, parce que de toute façon, il ne faut jamais te donner des noms. Mais arrête de l'inviter, le directeur général. Alors François Rivière, je tourne vers vous. Alors moi, en numéro 9, il va venir. Non, je vais te dire, en général, quand je parle en plus, je dis des bêtises parce que je ne sais pas suffisamment. Donc le problème, c'est que c'est lui qui a l'info. Non, la vérité vraie, c'est qu'en général, les noms qui circulent sont des noms qui sont vrais. Ce qui arrive parfois, et on l'a vu récemment pour Aouas, il y a aussi des noms qui sont utilisés par les réseaux sociaux alors qu'il n'y a pas de fonds. Ou par les agents. Et ça, je le regrette un peu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui ont besoin de vendre leurs joueurs, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, c'est important de pouvoir les laisser monter une mayonnaise. Ce qui est vrai, c'est que... Et ce qui m'étonne encore, c'est qu'il y ait certaines personnes dans nos entourages, à nous tous, à vous, à moi, qui en doutent. De penser à un moment donné, quand on me connaît depuis 10 ans, 12 ans, qu'on serait amené à faire des choses et à pratiquer des embauches sur des personnes dont je ne partage pas un certain nombre de points. Donc là, vous parlez du pilier Mohamed Aouas. En l'occurrence, je comprends même pas qu'on en ait fait. Sauf que c'était comme par hasard la semaine de Montauban, comme l'a très bien dit Laurent Lavie, qu'on en ait fait un tel schpunz. La vérité vraie, c'est que les agents ont besoin de vendre leurs joueurs. C'est vrai que dans ce cadre, par exemple, pour Mohamed Aouas, ils nous ont proposé le joueur. Il est même venu à Perpignan, il y a, je sais pas quand, il y a 3 semaines. Alors que vous l'avez rencontré, c'est-à-dire que vous intéressez quand même Mohamed Aouas. À moi, personnellement, mais mes collaborateurs l'ont rencontré. Non, mais parce que c'est pas les joueurs qui nous intéressent, c'est les agents. Oui. Donc les agents, on rencontre des agents en permanence. Pas plus tard qu'aujourd'hui, à Aimé Girard, il y a des agents qui sont venus. Donc, mais je te dirai pas les noms, j'ai pas le droit parce que mon DG va m'assommer à côté. Mais si tu veux,
tous les jours que Dieu fait, on reçoit, ou toutes les semaines que Dieu fait, on reçoit des agents qui viennent avec un joueur ou 2 joueurs pour nous présenter. C'est la vie. Mohamed Aouas, il vient pas sans votre accord quand même au club. Et c'est toute l'année. Oui, mais qui viennent avec notre accord pour se présenter, dont acte, et que on le reçoive, mais parce qu'on est quand même des gens polis et bien élevés. Mais la vérité vraie, c'est que même aucune proposition ne lui avait été faite. Et plutôt que de demander au club ce qu'il en était, on a commencé plutôt à parler sur les réseaux sociaux. Et parfois, la petite difficulté que vous avez, vous, les journalistes, c'est que vous tirez une espèce de bourre avec les réseaux sociaux à celui qui en dira ou en saura prétendument le pareil aussi. Alors que tu sais, on s'est bien calmé quand même sur les réseaux sociaux du Sapin. Alors que tu sais très vite, enfin il suffisait de passer un coup de fil en l'occurrence à Bruno ou à moi-même ou un texto pour dire qu'il n'y avait pas de sujet. Par contre, il y a d'autres thèmes comme Fave de Clerc qui sont vrais aussi. Juste pour terminer sur Mohamed Aouas, donc et encore plus avec ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, qui donne quand même le sentiment, le pouls même de ce que peuvent penser les supporters. C'est réglé, c'est clair, il ne viendra pas à l'USAP. C'est réglé, c'est clair, il ne viendra pas à l'USAP, mais pour être tout à fait franc avec vous, c'est aussi parce que Laurent a lui d'autres noms sur sa liste qu'il a contactés, dont un en particulier qui est son choix. Donc tu vois, il n'y a pas entre guillemets que le sujet de la morale par rapport à tout ça. Il y a aussi le fait de l'intérêt du club. Là, il se trouve qu'en l'occurrence, ça se rejoint parce que moi, effectivement, j'aurais mis un stop présidentiel sur une embauche comme celle-là, mais ça n'est pas remonté jusqu'à moi. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Laurent a souhaité privilégier un profil qui correspondait, en tout état de cause, mieux correspondre à celui de l'USAP. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Le président de l'USAP et le directeur général de l'USAP, François Rivière et Bruno Roland, au micro de Cyril Manière jusqu'à 19h. Et puis, puisqu'on est lancé sur le sujet, il y a donc le demi-mêlée, double champion du monde, Fave de Clerc. Là, ce sont quand même de bons contacts avancés, c'est toujours le cas. C'est des contacts qui sont avancés. Est-ce qu'ils vont aller au bout ? On n'en sait rien. Parce que il est au Japon. Il est quand même en fin de carrière, il a 35 ans, 36 ans, 35 ans. Deuxièmement, troisièmement... c'est votre choix numéro 1 ? C'est pas bon marché. Je pense que... oui, je pense qu'il serait plutôt en tête de gondole. Mais je crois par exemple qu'entre-aujourd'hui et demain... Laurent rencontre 2 impétrants éventuels à ce poste. Donc la vie fait que... Ce qui est peut-être le plus intéressant, Cyril, et sur le fond, c'est que moi je suis content de constater que l'USAP est redevenu une équipe qui attire des joueurs, et c'est ça qui me plaît. J'en ai eu la démonstration avec Sivuris. Enfin, je veux dire, Sivuris quand même à l'USAP. Hein, soyons, qui l'aurait imaginé il y a un an. D'ailleurs, je suis pas certain que si l'info était sortie quelques jours avant, personne ne l'aurait cru. Donc, ce qui est intéressant de dire pour nous, c'est que l'USAP est redevenu un club qui, aussi sur un sens sportif, que la région ait été attractive, elle l'a toujours été, objectivement. Il fait bon vivre, c'est agréable pour la famille Yanko. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle est vraiment devenue attractive. On le voit avec Jimmy Ritchie. On le voit, le club aussi est redevenu très attractif sur un plan sportif. Puis je terminerai par quelque chose qui est peut-être pas très modeste, mais qui est sincère. Je pense aussi que les joueurs sont rassurés par la gouvernance de l'USAP. Le fait de voir qu'il y a quand même un seul actionnaire principal. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de changement particulier, que c'est pas la valse des dirigeants. Je crois que tout ça est rassurant. Parce que ça montre qu'il y a un parcours, le lancement maintenant du nouveau centre de formation. Je crois que les joueurs aussi, mine de rien, sont très renseignés, très informés, et sont rassurés aussi par le fait que, à la différence de certains clubs, à l'USAP, les sujets économiques notamment sont parfaitement maîtrisés. Concernant les joueurs, Benjamin Ourdapileta était à votre place la semaine dernière, Bruno. On a bien tenté, mais bon, lui, il nous a bien fait comprendre qu'il ne continuerait pas à l'USAP la saison prochaine. Moi, j'ai retenté. Ouais. Il disait qu'il fallait convaincre. Moi, j'ai retenté. Moi, j'avais un Jet 27. Lui, je sais pas vraiment si c'était de l'eau au bar. Je sais pas si c'était de l'eau. Faudrait que je demande à mon épouse parce qu'elle a beaucoup papoté avec Benjamin. Mais je lui ai dit.
J'ai écoute Benjamin quand même. Vous seriez motivé pour qu'il poursuive un an de plus? Je pense que dans tous les vestiaires. Bruno Roland ne bronche pas, donc ça doit être vrai. Dans les vestiaires, c'est bien qu'il y ait des papas de vestiaire. Ah bah oui. Et moi, je pense que lui et notre ami Geronimo, c'est vraiment ils ont un charisme objectivement qui est sensationnel auprès des joueurs du vestiaire, mais aussi des supporters. Au demeurant, Geronimo m'a parlé vraiment avec son cœur. Et il m'a dit, tu sais, président, je resterai bien, vraiment. Il nous l'a dit aussi. Oui. Mon seul sujet, c'est ma famille, qui est loin. J'ai dit, c'est pas compliqué, tu fais venir ta famille. Ah, il m'a dit, oui, c'est vrai. Alors je lui dis, fais venir ta famille, donc, comme ça, on peut te garder un an de plus. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais en tous les cas, sache que on le travaille un peu. C'est comme Hugo Reuss. Hugo Reuss, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, écoute, tu pars. Non, mais lui, c'est ficelé à Bordeaux. Tu pars à Bordeaux. Oh, rien n'est jamais ficelé dans la vie. Et un dernier joueur, Jordan Pitaya, qui était arrivé jusqu'à la fin de saison. Est-ce qu'il y a un espoir aussi qu'il reste à l'USAP, ou est-ce que vous en avez envie aussi? Allez, Bruno Roland. Là, je vais laisser Bruno répondre un peu. Parce que... plus d'envie. Si je vais pas plomber l'ambiance. Je suis toujours moins enthousiaste. Donc Jordan nous a annoncé qu'il allait partir puisqu'il va s'engager au Japon l'année prochaine. Voilà, c'était son choix. On n'avait pas forcément entamé encore les discussions, sachant que sur ce poste-là, comme vous l'avez dit, on a recruté Sévouris. Ça faisait peut-être un peu doublon, donc voilà, il a préféré prendre les devants et s'engager dès à présent pour la saison prochaine dans une équipe japonaise. Elle a un peu de légèreté aussi, c'est l'heure de découvrir la playlist de nos invités, les petits coups de cœur musicaux du moment. Il y a notamment ce titre choisi par le président François Rivière. C'est Christelle qui est derrière parce que c'était la chanson de son mariage. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Visiblement, c'est une chanson qui a une petite connotation familiale. C'est sur cette chanson que j'ai ouvert le bal le jour du mariage de ma fille il y a 10 ans. C'était après mon accident. Et c'était un des rares moments où j'étais plus avec mon fauteuil roulant et mes béquilles. Et je commençais à pouvoir marcher et danser. Et j'avais tenu à ouvrir le bal avec elle avant de très vite me réasseoir sur cet air qui est effectivement devenu un peu sacré dans la famille. Effectivement, la chanson originale de Carson & Gale, Something Stupid, reprise par Frank Sinatra et sa fille Nancy Sinatra aussi, qui est peut-être une des versions les plus connues. Puis ce titre connu aussi de reprise avec Robbie Williams et Nicole Kidman, donc pour le mariage de votre fille Christelle. Titre de 2001. Et puis pour Bruno Roland, un groupe pop-rock catalan. Ah bah oui, Lax & Busto. Ça m'étonne pas de Bruno. Bah oui. Alors pour une ouverture de bal, c'est moins évident. Mais il est toujours dans le métal, Bruno. Mais pour faire signer Bryden et North, ça a l'air d'être suffisant. On a Remo qui tourne sur la playlist de Bruno Roland, notre invité ce soir dans 100% USAP avec le président François Rivière au micro de Cyril Manière. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. 100% USAP, c'est jusqu'à 19h sur votre radio ici Roussillon. Cyril Manière dans le studio avec le président et le directeur général de l'USAP, François Rivière et Bruno Roland. Vous avez commencé à parler du centre de formation, François Rivière, ça c'est le projet. Est-ce qu'il a avancé? Vous disiez que vous aviez eu les accords des collectivités il y a quelques mois. Est-ce que ça avance, ce centre de formation qui devrait prendre place donc au centre d'entraînement d'ici 2 ans, vous aviez dit? Il avance parfaitement. On est maintenant dans la phase de consultation des entreprises. Pour être certain qu'on est bien dans le budget tel que nous l'avons annoncé aux collectivités territoriales. Et donc on est dans la phase de consultation, c'est toujours des moments qui sont un peu longs. Il faudra ensuite qu'on passe à une phase plus administrative, plus juridique avec la ville de Perpignan notamment, pour la mise à disposition du site, du terrain pour une longue durée. Mais ça suit son cours, ça fait partie objectivement, Cyril, de la sérénité que vous sentez peut-être ce soir. C'est-à-dire que le projet USAP, oui, dans l'ensemble avance bien. De la même façon sur le petit immeuble hôtelier pour le logement des étudiants, parce que je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une unité de lieu qui soit aussi en protection de vie personnelle pour des jeunes qui ont souvent 16 ans, 17 ans quand ils arrivent au centre de formation. Donc tout ça va être lancé ensemble et j'ai bon espoir que toutes les procédures administratives soient terminées en 2026 pour qu'on puisse démarrer les travaux en 2027
et inaugurer tout ça en 2029, puisqu'il y a à peu près 2 ans de travaux. Vous disiez à nos collègues de l'Indépendant que ce serait votre dernier projet en tant que président de l'USAP. Alors, c'est-à-dire c'est le dernier grand projet que vous allez mener. Vous n'allez pas arrêter quand ça va ouvrir. J'ai dit ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que mon épouse était comme ce soir à côté de moi et je lui avais promis à 60 ans de freiner et de passer plus de temps à voyager qu'à travailler. Et il s'est passé exactement le contraire, entre autres grâce à l'USAP, d'où l'Aveyron. Donc premièrement, comme elle était à côté de moi au moment de l'interview, je me suis dit, oups, ne prends pas de risque particulier. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, non, ce que je voulais dire, c'était pour mettre, Cyril, l'importance sur ce qui me paraît être vraiment un projet structurant et qui, sans faire de politique, est un projet vraiment sociétal. Parce que je suis frappé, on en a encore beaucoup parlé à Paris avec les dirigeants du Racing, j'ai dîné avec Jean-François Lamour, l'ancien ministre des Sports. Je suis frappé de voir ce que représente le sport, tous les sports, comme importance, mais le rugby en particulier, l'impact que ça représente auprès des jeunes, au niveau de leur formation, de leur éducation, de leur apprentissage, de leur encadrement, de leur entrée dans la vie. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est vrai que pour moi, c'est un projet déterminant. Est-ce que ce sera le tout dernier de l'USAP ? Probablement pas, parce que à Aimé Giral, par exemple, je pense qu'il faut continuer encore à toiletter Aimé Giral, à le rendre plus confortable. Donc il y a plein de sujets encore à mettre sur la table. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise, c'est une ville en général et à l'USAP en particulier, c'est un rocher décisif. Il faut en permanence le porter à bout de bras et en permanence travailler. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je pense que ce centre de formation, il faut que chacun d'entre nous comprenne que notre devoir, c'est vraiment à un moment donné, 1, de témoigner et 2, d'enseigner pour transmettre. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Il nous reste quelques minutes, pardon. Oh putain, mais je préfère quand Simon. Pas de gros mots, on est en direct. On est en direct. Avec Simon, il fait la question, il fait la réponse. Bruno Roland, il y a le match des U20. On en parlait tout à l'heure. Voilà, quelle jauge vous espérez pour ce match des U20 France-Irlande samedi soir? J'espère que ce sera plein, ce serait bien parce que les matchs des U20 partout en France font quasiment guichet fermé à chaque fois. Oui, ça avait été le cas à Aimé Giral aussi. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas reçu une équipe de France, qui plus est l'équipe de France moins de 20. En plus, on a un joueur, comme vous l'avez dit, Gabin Kretschmann, qui devrait jouer samedi. Donc voilà, on n'est pas à la manœuvre, c'est la fédération et la Ligue Occitanie qui sont organisateurs. Nous, on est juste en appui, mais on est très heureux d'accueillir cette équipe de France moins de 20, de voir ce qui se fait de mieux chez les jeunes en France. Et voilà, je pense que tous les amateurs de rugby vont se mobiliser pour venir voir ce match. Alors, on en parle vite fait aussi ce soir, mais on va en reparler dans la semaine sur l'antenne d'Ici Roussillon. Il y a aussi vraiment un événement, c'est l'équipe de l'USAP qui est qualifiée pour cette finale de Seven, qui retourne pour la première fois depuis de nombreuses années. Les premières années. C'est un beau projet qui a été mené, sincèrement, parce que c'est vrai qu'au début, vous n'étiez pas à fond dans ce projet. Maintenant, d'avoir ouvert le club à des joueurs du cru, du territoire, et ce qui fait que ça joue bien et que ça se qualifie. C'est vraiment un gros événement pour le club samedi après-midi, même si ça va être très dur avec le premier match contre les Babas. Mais déjà, au moins, l'USAP est représenté parmi les tout meilleurs samedi à Nanterre. Ouais, c'était un objectif qu'on avait cette saison, puisque depuis qu'on était remonté en top 14 et que donc l'USAP participe au Super 7, on n'avait pas réussi à se qualifier pour ce tournoi final. Donc c'est déjà un premier objectif atteint. Et plus globalement, effectivement, c'est un projet qu'on a retravaillé un petit peu, d'une manière un petit peu différente, comme l'ont fait d'autres clubs avant nous. Effectivement, le rugby à 7, ça vient parfois un peu s'entrechoquer avec le calendrier du top 14, notamment sur le mois d'août où il y a les matchs de préparation et il est difficile de libérer des joueurs pro. Donc on a voulu en faire un projet de territoire, et donc c'est une sélection de spécialistes de rugby à 7 au nord, évidemment, avec les clubs partenaires et on va dire les forces vives du rugby à 7, notamment l'association des Seven Gats, mais aussi le comité et l'ensemble des clubs qui ont participé pour libérer des joueurs spécialistes de rugby à 7 qui se préparent en fait depuis cet été. D'abord avec le tournoi élite français organisé par la FFR, ensuite par le Super 7, et qu'on a ouvert aussi au sud. Sur cette étape finale, c'est un peu plus difficile, mais cet été, on a vu notamment Paul Pla, international espagnol d'origine catalane, parce que l'idée, c'est d'en faire vraiment une sélection, on va dire, transfrontalière. Et donc, on a tout un programme là sur les mois qui arrivent aussi, qui va faire grandir ce projet-là.
Merci beaucoup et on en reparlera sur l'antenne d'ici Roussillon cette semaine. Et donc le match samedi après-midi, les matchs pour l'USAP, sur les matchs de classement où je serai et la finale. Où je serai. Vous y retournez ? Je me rendrai pour leur montrer combien c'est important le set, c'est important dans la stratégie USAP. Voilà. Et ils seront avec nous logiquement lundi prochain. On espère avec le plan de shot. Je sais pas s'il y a un plan de shot là, à ça, mais on leur souhaite. Une médaille. Merci beaucoup François Rivière. Merci à vous. Et merci Bruno Roland. Et merci, et avec le temps de pluie pour le match de Montauban qu'on a eu, d'avoir ce stade plein à ras-bord, vraiment c'est merveilleux. Donc merci à tous. Ici Roussillon, 100% USAP.